Alors on a une première dame, un humoriste très connu au cœur d'une affaire judiciaire et des militantes féministes. On mélange tout ça et on obtient une histoire explosive. On est vraiment au carrefour de la politique, du show business et de la justice sociale en France. Et tout, absolument tout, commence avec quelques mots captés en vidéo. Et voilà la phrase qui a mis le feu aux poudres, prononcée par Brigitte Macron, la première dame de France, dans ce qui était censé être une conversation privée. Sauf que ça a été filmé, et évidemment ça a immédiatement provoqué une véritable tempête médiatique et politique nationale. La question que tout le monde se pose, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi la première dame de France dirait une chose pareille? Pour le comprendre, il faut absolument qu'on remonte le fil des événements, parce que le contexte était, disons, extrêmement tendu. Alors, où et quand cette phrase a-t-elle été dite exactement? La scène se passe en coulisses, juste avant que l'humoriste Harry Habitant ne monte sur scène pour son spectacle à Paris. Et Brigitte Macron était là, venue en personne, pour lui apporter son soutien. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est ce qui se dit juste avant. L'humoriste lui confie sa crainte. Il lui dit « j'ai peur ». Et c'est en réponse à ça que Brigitte Macron lâche sa phrase. Ça se voulait donc une forme de réconfort, une promesse de le protéger. Mais la question c'est, le protéger de qui et de quoi? Eh bien, pour comprendre cette peur, il faut faire un petit retour en arrière, à la veille. La visite de Brigitte Macron a eu lieu un dimanche. Mais le samedi, ce même théâtre a été le lieu d'une manifestation pour le moins spectaculaire. Samedi soir donc, en plein spectacle, 4 militantes du collectif #NousToutes ont interrompu la représentation. Elles sont montées sur scène, masque sur le visage, et ont scandé « habitants violeurs ». Une action choc évidemment. Ce qui soulève tout de suite une question, pourquoi s'en prendre à cet humoriste en particulier? Alors justement, pourquoi Harry Habitant est-il la cible de ces protestations? Pour le comprendre, il faut se pencher sur son parcours judiciaire très récent. Voilà la chronologie. Fin 2021, l'humoriste est accusé de viol. S'ensuit une longue enquête de près de 3 ans, ce qui est une durée assez habituelle pour ce genre d'affaires complexes. Et finalement, en janvier 2025, la justice rend sa décision finale et confirme le classement de l'affaire. Le terme clé ici, c'est non-lieu. En droit français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le juge d'instruction estime qu'il n'y a tout simplement pas assez de charges, pas assez de preuves pour envoyer l'accusé devant un tribunal. L'affaire est donc close sur le plan pénal. Et c'est là que réside toute la tension. Pour la justice, l'affaire est terminée. Mais pour les collectifs féministes, un non-lieu ne signifie pas du tout une innocence prouvée et ça ne suffit pas à effacer l'accusation. Ils contestent donc sa présence dans l'espace public. C'est dans ce contexte hyper explosif que les mots de Brigitte Macron atterrissent. Et la réaction est immédiate, virulente et quasi unanime contre elle. La réaction des premières concernées, elle est viscérale. Pour l'une des militantes qui a participé à l'action, les mots de la première dame sont perçus comme une attaque directe, une insulte qui minimise leur combat et par extension la parole des victimes. Face au tollé, l'Élysée a bien sûr tenté de déminer la situation. L'explication officielle, c'est que Brigitte Macron ne visait pas les militantes en tant que telles, mais leur mode d'action, leur méthode jugée radicale, c'est-à-dire l'interruption masquée d'un spectacle. C'est une tentative de recontextualiser ses propos. Mais la clarification n'a pas suffi. Pas du tout. Très vite, des personnalités publiques, comme l'actrice Judith Godrèche, qui est devenue une figure de la lutte contre les violences sexuelles, se sont réapproprié l'insulte. Le slogan « Moi aussi, je suis une sale conne » est devenu un symbole de solidarité avec les militantes. L'opposition politique s'est également emparée de l'affaire, bien entendu. De la gauche aux écologistes, les critiques fusent. Le message est globalement le même, on reproche à la première dame une parole déplacée qui semble totalement en contradiction avec la grande cause du quinquennat sur les droits des femmes. Bref, l'incident devient éminemment politique. Et nous voilà au cœur de la fracture. D'un côté, on a une décision de justice définitive, le non-lieu, qui clôt l'affaire sur le plan pénal. De l'autre, on a la conviction militante qui martèle qu'une décision judiciaire, ce n'est pas tout, et qu'un non-lieu n'invalide pas nécessairement la parole d'une plaignante. Ce sont vraiment deux logiques qui s'affrontent. Au-delà de l'anecdote et de la polémique du jour, cet événement soulève des questions bien plus larges, bien plus profondes pour la société. Le point crucial, c'est que cette affaire met vraiment en lumière une tension profonde dans notre société. Est-ce qu'on doit considérer une décision de justice, même un non-lieu, comme le mot de la fin qui clôt tout débat public? Ou bien est-ce que le droit de manifester, d'exprimer une désapprobation morale, peut continuer, même après que les tribunaux en parlaient? C'est la question qui reste en suspens et qui résonne bien au-delà de cette seule affaire. Elle interroge notre rapport à la justice, à la parole des victimes et à la liberté d'expression dans l'espace public. Une question complexe, sans réponse facile,